C'est vrai que le fait notamment de ces attentats contre les personnes présentes lors de ce festival, avec une population jeune, équipée de téléphones portables et qui donc ainsi a alimenté des réseaux sociaux en images, en sons. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de cet affrontement informationnel. Bonjour Nicolas Arpagian. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la cybersécurité et de la cyberguerre, auteur de plusieurs livres sur le sujet. Le dernier s'intitule Frontières au pluriel.com. Vous êtes également vice-président du cabinet Headminds Partners. Vous vous trouvez actuellement d'ailleurs aux assises de la cybersécurité à Monaco et j'imagine qu'on doit parler notamment de ce qui vient de se passer en Israël parce que il y a ce que l'on voit, les images, mais il y a forcément, et on le sait, un volet cyber à tout ça et à cette guerre qui est ancienne entre Israël et le Hamas. Alors, c'est certain que si on compare avec le récent conflit et l'entrée en guerre en Ukraine, on n'a pas documenté, on n'a pas constaté d'attaques ayant visé les infrastructures institutionnelles, économiques, administratives, voire militaires israéliennes. Donc ça, ce n'est pas un sujet à part entière, c'est pas un élément conséquent. Par contre, ce qui est certain, c'est que on a documenté par le passé des intrusions, notamment pour viser à collecter du renseignement. Et c'est vrai que il avait été établi que aussi bien des comptes, des profils sur des réseaux sociaux et aussi grand public que Facebook, mais également sous prétexte de faire des applications, en tout cas des sites de rencontres, de manière à entrer en contact avec des conscrits afin de collecter des informations quant au positionnement de leurs unités et à des projections et à des activités qui pouvaient ainsi renseigner sur la localisation de troupes et éventuellement des positionnements qui seraient utiles en cas de conception de plans et d'attaques terrestres et d'attaques totalement physiques. Alors évidemment, dans un environnement aussi violent que ce qui passait ces dernières heures, la dimension cyber peut paraître accessoire parce que il y a un véritable engagement de la vie humaine dans ces théâtres d'opération. Par contre, ce qui est certain, c'est que on a le deuxième volet qui a été totalement, en tout cas, pris en compte, qui est le volet informationnel. Et c'est vrai que le fait notamment de ces attentats contre les personnes présentes lors de ce festival, de cet événement festif, avec une population jeune, équipée de téléphones portables et qui donc ainsi a alimenté des réseaux sociaux en images, en sons, de manière extrêmement large. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de cet affrontement informationnel. Il est toujours délicat de parler de guerre en comparaison avec l'engagement de la vie de femmes et d'hommes, évidemment, mais en tout cas d'un affrontement informationnel qui utilise le numérique pour venir amplifier le sentiment de terreur, le sentiment d'inquiétude, et donc ainsi essayer d'élargir la cible de ce conflit qui est au début géographiquement localisé. Là, vous évoquez toutes les vidéos qui circulent, certaines qui sont réellement instrumentalisées pour être de la propagande, et puis d'autres qui ne sont que des témoignages de personnes, mais qui ne sont pas neutres non plus, parce qu'elles influent dans un sens ou dans un autre. Nicolas Arpagian, il faut dire un mot, s'il y a quand même les tensions préexistantes entre Israël, ce groupe palestinien, l'Iran également, tout cela, il y a aussi un volet cyber et cyberguerre depuis des années en fait. Alors, c'était un outil soit pour capter du renseignement, essayer justement de comprendre quelles étaient les stratégies, les plans. Et ça, c'est quelque chose qui va s'organiser à bas bruit, faire en sorte au contraire de créer le moins de perturbations possible chez son adversaire, de manière précisément à ce qu'il ignore la captation de données, le fait qu'on va ainsi compiler du renseignement. La particularité, c'est que ça peut se faire tous azimuts, puisque à ce moment-là, si ça doit venir en préparation d'une agression physique qui va être planifiée, effectivement, il y a le temps de la préparation, de la compilation de ces données pour essayer précisément de comprendre quels sont les positionnements des troupes, quels sont même l'état d'esprit des personnes que l'on va avoir en face. Et ça, c'est important à considérer. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on voit les limites dans un monde totalement, j'allais dire, physique de la dimension cyber, puisque précisément, ce sont des femmes, des hommes, des attaques de manière très rustique, en quelque sorte, qui vont venir empiéter sur un territoire. Et le numérique va être utilisé à des fins d'accélération de la crise, d'amplification de la crise, précisément pour essayer de la porter
au-delà de ces frontières physiques. Et c'est pour ça que c'est une question, et on voit d'ailleurs les messages qui ont été adressés à X, l'anciennement Twitter notamment, par la Commission européenne, mais pas seulement, pour réagir, pour faire en sorte de dire, bon, voilà, votre obligation de modération des contenus, de contrôle, en tout cas d'un certain type de publication, puisque, vous l'avez mentionné, on a à la fois des publications sous le coup de l'émotion, de gens qui sont présents dans des circonstances très particulières et qui vont publier ces informations, et puis effectivement une part de désinformation pour soit utiliser des images qui ont été tournées dans d'autres contextes, soit pour biaiser telle ou telle circonstance avec un éclairage très spécifique et politiquement biaisé. Et donc c'est la raison pour laquelle justement la Commission européenne a une fois de plus rappelé à les grandes plateformes, essentiellement X, parce que c'est un théâtre particulièrement apprécié des opérations de manipulation informationnelle, pour précisément repérer, suspendre et le cas échéant fermer des comptes qui manifestement auraient une activité délibérément frauduleuse du point de vue de la rigueur de l'information. Et il y a autre chose qui frappe, c'est que Israël est connu pour être un pays très en avance en matière de technologie, notamment de surveillance électronique. Et on a l'impression, notamment que, enfin là, dans cette opération du 7 octobre, une impression de surprise comme on avait eu lors du 11 septembre. Est-ce que c'est une nouvelle marque de la défaillance du renseignement 100% ou en tout cas très électronique et numérique? En tout cas, parce qu'il faut considérer qu'il y a vraisemblablement un soutien étatique et que ce n'est pas uniquement la communauté palestinienne, mais que des moyens de services de renseignement de rang étatique ont été à la manœuvre, donc pour concevoir, préparer et opérationnaliser les actions en question. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est évidemment, il y aura de toute façon toujours un avantage stratégique de la part de l'attaquant qui, lui, va choisir son mode opératoire, sa cible et les terrains d'action de ces opérations d'attaque ou de déstabilisation. Donc ça, c'est un prérequis ou en tout cas un avantage qui est offert à l'assaillant. Troisième chose, c'est il faut garder à l'esprit la notion d'asymétrie et de rusticité. Lorsqu'il s'agit de mettre à mal le dôme d'acier, il est évident que les missiles qui vont être utilisés par Israël pour neutraliser ce qui arrive sur son territoire vont être des missiles beaucoup plus coûteux que éventuellement les charges qui vont être conçues pour précisément tenter de blesser, évidemment, de tuer sur place. Et donc on voit que les moyens qui s'affrontent sont forcément asymétriques en termes de coûts et donc en termes de moyens techniquement consacrés à cela. Quatrième point, c'est évidemment le fait de pouvoir leurrer des systèmes, aveugler des systèmes de sécurité. On l'a vu sur des postes frontières qui manifestement, il y avait peut-être une trop grande confiance dans la capacité technique de supervision. C'est vrai que de la même manière que ces ailes volantes qui ont été utilisées, pour un certain nombre d'outillages technologiques, quelquefois on les assimile à des oiseaux, éventuellement à des perturbations naturelles. Et donc, effectivement, dès lors que vous êtes en dessous des lignes de radar, vous ne suscitez pas les systèmes d'alerte. Et donc, ce n'est que tardivement ou de manière imprécise que l'on va pouvoir caractériser la nature de la menace et donc entreprendre une réponse et une riposte. Et c'est la raison pour laquelle effectivement, une fois qu'un dispositif de sécurité est mis en œuvre, l'assaillant va faire en sorte de proportionner ces outils d'attaque de manière à essayer de passer outre justement et de retarder le déclenchement des systèmes de sécurité. C'est pour ça que c'est en tout cas, ça plaide une fois de plus pour une combinaison technique et humaine, et de ne pas avoir pas de confiance, mais de délégation exclusive à la technologie, puisque l'esprit humain va faire en sorte précisément de trouver le moyen de leurrer, c'est vraiment le terme, leurrer les dispositifs de détection. Oui, puis en plus, ces systèmes de détection automatique dont vous parlez ont été neutralisés en fait dès le départ par des bombardements par des drones, etc. En fait, le principe, c'est de faire en sorte que, si on fait une analogie triviale, évidemment, on regarde les circonstances, mais c'est un peu la caméra. S'il n'y a pas dans votre maison, votre appartement, la caméra peut détecter des éléments, mais s'il n'y a pas de vigile capable d'intervenir rapidement, avec diligence, avec des moyens adaptés à la nature de l'intrusion, effectivement, ça relativise l'utilité, la performance du dispositif. Donc là, c'est des vrais choix stratégiques, mais qui, et même au-delà du caractère tragique des circonstances précises,
plaide précisément pour une combinaison des éléments de sécurité physique, des éléments techniques et également des éléments humains. Et ça, c'est certainement pour ceux qui ont vocation à protéger les équipements, les infrastructures, une illustration supplémentaire de l'importance de cette combinaison et de ne pas surfavoriser notamment la seule dimension technique qui forcément doit apprendre dès lors qu'elle aurait été leurrée et détecte un moyen de contournement dès lors qu'on lui a enseigné. Et donc évidemment, la créativité humaine lui est beaucoup plus favorable et va être à même de leurrer et de tromper le dispositif technique de détection. Merci beaucoup Nicolas Arpagian, spécialiste de la cybersécurité et de la cyberguerre.